Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue à ce tout premier numéro de l'émission Santé et Vie qui est présenté par moi et je ne suis pas seule, je suis avec une consoeur dont je la laisse se présenter elle-même. Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est Nono Mangouma. Cartel du Savoir Association, l'autonomisation des jeunes. Voilà, c'est avec Nono Mangouma qu'on va essayer de décortiquer ensemble avec le membre de l'association du Cartel du Savoir International dont nous avons choisi le thème d'aujourd'hui qui est la drépanocytose et son impact dans la société. Donc je vais commencer à présenter le docteur Samuel Johnson Kabamba qui est chef du département de santé du Cartel international. Bonjour docteur. Bonjour madame Christine. Voilà, aux côtés du docteur Samuel Kabamba, il y a une dame qui répond au nom de Pierrette Ndaï qui est aussi médecin chargé du projet. Bonjour docteur. Bonjour madame. Voilà, de l'autre côté, à ma gauche, nous avons docteur Israël Mingungu qui est aussi chargé de projet. Bonjour docteur. Bonjour madame. À côté du docteur Israël Mungungu, nous avons Flavie Lombe qui est une experte en santé et membre du bureau de la coordination du département de la santé dans le cartel du savoir. Bonjour madame. Bonjour madame Christine. Voilà, c'est avec eux qu'on va essayer ensemble de parler. Premièrement, on va parler de la drépanocytose et son impact dans la société. Docteur Pierrette Ndaï et docteur Israël Mungungu, c'est avec eux deux qu'on va parler de la drépanocytose et son impact dans la société. Et en deuxième partie, on va parler, et là, mon concert Nono va entamer la deuxième partie de cette émission avec le docteur Samuel Johnson Kabamba et madame Flavie Lombe pour nous parler de l'association du cartel du savoir international. Voilà, on commence d'abord par parler de la drépanocytose et son impact à la société. Docteur Pierrette, dites-nous un peu qu'est-ce qui est la drépanocytose? Merci pour la parole. La drépanocytose, communément appelée anémie SS, nous pouvons la définir comme étant une maladie héréditaire due à l'anomalie de l'hémoglobine. Madame, en fait, j'aimerais vous soyez un peu explicite, l'hémoglobine, ce sont des termes un peu médicaux. Je verrai ce que vous explicitez avec des mots simples pour vous aider, même au moment de comprendre qu'est-ce qu'est la drépanocytose. En termes simples, c'est ce que je viens de dire, nous pouvons définir la drépanocytose comme étant une maladie qui est innée, qui vient de deux couples, donc de deux personnes ayant les mêmes génotypes. Le docteur Israël, pouvez-vous nous parler de l'épidémiologie, l'épidémiologie de cette maladie, l'épidémiologie de la drépanocytose? Ok, merci pour la parole. Si on parle de l'épidémiologie, nous devons connaître que chaque année, nous avons plus de 300 000 bébés qui naissent avec cette maladie. Donc je ne vais pas utiliser les mots médicaux, les mots de jargon, la jargon médical, non. Qui naissent avec cette maladie. Malheureusement, pour tous ces enfants, les 300 000, les 80% qui fait plus ou moins 200 000 sont des enfants africains. Malheureusement aussi pour eux, il n'y a que la moitié de ces 200 000, à peu près 50% de ces 200 000 qui vont parvenir à survivre. Une moitié va tomber, donc va mourir. Okay, voilà, il y a beaucoup d'enfants, ils naissent avec la drépanocytose. Et voilà, comme vous venez de dire, docteur Israël. Voilà, madame Pierrette, je reviens chez vous.
Dites-nous, madame, quels sont les symptômes de la drépanocytose et les causes de cette maladie? Merci beaucoup pour la parole. En ce qui concerne la symptomatologie, nous pouvons résumer ça en deux types. Nous avons les crises vaso-occlusives et les crises hémolytiques. Concernant les crises vaso-occlusives, donc ce sont des crises qui apparaissent après 6 mois de naissance et avant une année. Donc ce sont des crises qui apparaissent brutalement. Et on peut aussi l'appeler, ça s'appelle, ces crises-là, on les appelle comme syndrome hand-foot. Donc ce sont des crises qui vont atteindre des articulations, donc ostéo-articulaires. Ça va atteindre l'abdomen et les poumons. Ça, c'est à ce qui concerne les crises vaso-occlusives. Ces crises-là ce sont des crises très douloureuses qu'on peut comparer aux douleurs d'enfantement. Deuxièmement, nous avons les crises hématologiques. Dans les crises hématologiques, là, nous voyons il y a l'hémolyse massive, c'est-à-dire que les globules rouges meurent brutalement à cause de la falciformation. Donc, comme la drépanocytose, c'est une anomalie de l'hémoglobine. Le globule rouge n'a pas sa forme et il est facilement attaqué et il meurt. En mourant, ça cause chez les drépanocytaires ce que nous appelons l'anémie. Et cette anémie-là, il peut s'accompagner de l'ictère. En plus de ça, nous avons aussi ce qu'on appelle en troisième position la crise aplasique. La crise aplasique, c'est quoi? C'est lorsque la moelle médulaire a beaucoup plus travaillé, donc ça s'épuise. C'est dans ces trois catégories-là que je peux globalement donner la symptomatologie de la drépanocytose. Parlons des causes, madame. Oui. Quelles sont les causes? Oui. Parmi les causes, nous avons dit c'est lorsque des couples, donc deux personnes du même génome, où on les appelle les hétérozygotes. Disons par exemple, si l'homme est AS, la femme est AS, quand on va faire le calcul, on va trouver que non, dans la totalité, le nombre d'enfants ils auront 75% de AS et avec 25% de SS. Donc c'est ça la cause principale, donc la fusion de deux personnes qu'on appelle hétérozygotes. Voilà, très chers téléspectateurs, je pense que vous avez compris ensemble avec moi les symptômes et les causes de la drépanocytose. Je vous rappelle qu'ici sur ce plateau, nous avons reçu le membre de l'association de cartels du savoir international. Voilà, Madame Pierrette, je suis avec vous encore pour nous parler plus de la complication. De la complication, qu'est-ce qui est à la base? Donc, si on parle bien des complications, vous savez bien, madame, que la drépanocytose provoque ce qu'on appelle les complications systémiques. Donc, les complications systémiques, si je peux bien m'expliquer, ces complications-là sont liées aux crises vaso-occlusives. Quand il y a des crises vaso-occlusives, ça crée l'infarctus de l'organe en aval. Donc, cela aura comme impact ou retentissement dans les organes nobles de l'enfant drépanocytaire. Si on peut commencer de la tête aux pieds, nous voyons au niveau du cerveau, il y aura l'enfant drépanocytaire peut faire un AVC. Là-bas, il peut aussi faire des crises épileptiques ou la commercialité, donc disons un coma, si l'enfant n'est pas pris en charge. Toujours au niveau de la tête, l'enfant peut avoir un décollement de la rétine. Au niveau des poumons, nous pouvons avoir des fibroses pulmonaires. On peut avoir des cardiomégalies, donc le cœur augmente de volume. Et toujours au niveau de l'abdomen, ces enfants-là, à cause de l'ité, ils ont un rate augmenté de volume. On appelle ça l'hypersplénomégalie ou splénomégalie.
c'est quand le foie augmente de volume, on donne l'exemple où l'aspect de ces foies-là, on parle d'un foie en accordéon. Et quand on descend au niveau osseux, à cause de ces troubles vaso-occlusifs, ça part toucher l'os et les articulations. En touchant l'os, l'enfant peut développer l'ostéomyélite. Et puis l'enfant peut aussi développer la complication qui est la plus tardive et aussi la plus grave, la nécrose de la tête fémorale. Chez les garçons, au fur et à mesure que l'enfant grandit, chez les garçons, on trouve toujours les troubles érectiles. Donc l'enfant aura des priapismes. En termes simples, donc c'est quand il va atteindre la puberté, quand il devient homme, comme on l'a dit, dès qu'il est en érection, cette érection-là sera très douloureuse pour lui, ce qui ne lui permettra pas de bien faire des rapports sexuels. Et au niveau de la peau, nous avons des ulcères. Donc la peau se desquame dès qu'un drépanocytaire a une plaie. C'est très très difficile que cela puisse cicatriser. Je pense que c'est en bref ce que je pouvais dire par rapport aux complications. Et puis tout cela aussi provient souvent des facteurs exogènes. Ça provient des facteurs exogènes donc que l'on acquis, qui sont liés par rapport à l'environnement. Par exemple, là je peux ajouter par rapport aux causes, ça fait partie aussi des causes. Nous avons, si l'enfant n'est pas bien réhydraté, nous avons l'acidose, si l'enfant est malnutri, donc il y a une carence alimentaire. Et parmi d'autres complications, on va voir que ces enfants-là ont souvent un déficit pondéral et un retard de croissance, que ce soit pubertaire ou physique. Et en plus de tout, au vu de tous ces éléments-là, ces enfants-là peuvent encore souffrir lorsqu'il y a des températures trop élevées et aussi l'exercice intense parmi les causes qui amènent un enfant drépanocytaire à présenter ces symptômes. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Là, c'était les complications dues à la drépanocytose. Voilà, nous allons parler maintenant de la prise en charge avec le docteur Israël Mungu. Docteur, parlons de la prise en charge de cette maladie. Merci beaucoup. Pour la prise en charge, nous allons diviser ça en deux volets. Le premier, c'est la prévention. La famille ou les parents doivent s'occuper de leurs enfants, les protéger. Les drépanocytaires, c'est interdit pour eux pour faire les exercices physiques, vivre dans le froid. On doit manger une alimentation saine. Donc il y a un part de parents, une part de parents pour bien entretenir leurs enfants. Mais quand on attrape, par exemple, la crise vaso-occlusive, comme vient de dire Dr Pierrette, se présente ou s'installe, c'est à ce moment-là qu'on doit faire de notre mieux, envoyer les enfants ou envoyer l'enfant drépanocytaire à l'hôpital. C'est à ce moment-là que le médecin va consulter puis mettre un schéma thérapeutique pour atténuer cette crise. Donc on doit donner les antalgiques, les antibiotiques, même donner du sang. Parce que nous savons très bien que ces enfants ont un problème sérieux avec l'hémoglobine. Ils vivent avec l'hémoglobine de moins de 10, moins de 8. Ils peuvent supporter ça juste même au niveau de 5 grammes pour cent. Vous voyez, c'est à ce moment-là, quand on les amène à l'hôpital, les médecins s'occupent d'eux et l'évolution sera meilleure. Voilà, le docteur Israël vient nous expliquer la prise en charge. Donc, si vous avez un enfant drépanocytaire, donc comment prendre soin de lui, comment lui protéger. Voilà.
nous pensons vers l'impact de la drépanocytose. On revient chez Madame Docteur Pirette pour nous parler de l'impact de la drépanocytose dans notre société actuelle. Madame. Merci encore pour la parole. Nous pouvons dire ceci, quelques mots en ce qui concerne la drépanocytose. La drépanocytose a un impact très très négatif dans la société. Ce n'est pas une maladie préférable. La drépanocytose appauvrit les populations. La drépanocytose touche l'économie des pays, si nous pouvons le dire. La drépanocytose donne l'handicap. Et puis la drépanocytose est vraiment à la base des crises psychologiques chez certains parents. C'est dans cet même ordre d'idée que nous, Association Cartel du Savoir, nous nous sommes dit, nous pouvons faire tout pour lutter contre cette pandémie. Et à l'occasion, nous avons organisé une manifestation ou une campagne de sensibilisation pour que la population ou les compatriotes donnent du sang bénévolement à cette population qui est touchée, parce que donner son sang, c'est sauver une vie. C'est tout ce que je pouvais dire en gros en ce qui concerne l'impact de la drépanocytose dans la société. Et pour vous donner un conseil aussi, un conseil aux parents qui ont des enfants drépanocytaires à la maison, les parents congolais surtout, qui l'ont en particulier, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont abandonnés, lorsqu'ils souffrent de cette maladie, les enfants sont abandonnés. Qu'est-ce que, docteur, vous pouvez leur dire? Comme conseil aux parents ayant les enfants drépanocytaires, nous vous demandons de considérer ces enfants-là comme des enfants normaux, de les aimer, les chérir et les mettre dans de très bonnes conditions pour que ces enfants-là ne se sentent pas vexés. Puisque si l'enfant est vexé ou stressé, cela a de l'impact dans la santé, ce qui peut conduire aux complications que nous avons citées précédemment. En bref, j'ai dit, aimez-les, protégez-les et considérez-les comme étant des personnes normaux ayant droit à la vie comme tout enfant. Merci beaucoup, madame. Là, c'était le parole de madame Pierrette. Donc, aimez vos enfants, même s'ils sont atteints de ces maladies. Donc, ne les abandonnez pas. Ce sont des êtres humains comme vous. Docteur Israël, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport au conseil conseil de parents congolais qui n'ont en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok, je vais conseiller surtout les futurs mariés, les jeunes, les fiancés, de commencer par faire les examens prénuptiaux. C'est très important. Sans ces examens-là, vous n'allez pas connaître l'état ou la génotype de votre partenaire. Le mieux serait de saisir les taureaux par le corne pour ne pas pleurer après. Docteur Israël, j'aimerais savoir, est-ce que cette maladie est une maladie meurtrière? Oui, tantôt je vous ai dit, quand j'ai parlé de l'épidémiologie, je vous ai dit que malheureusement, sur les 200 000 enfants qui naissent avec cette maladie, à peu près 80% selon nos statistiques, il n'y a que 50% qui réussissent à vivre. Donc c'est vraiment un problème. C'est un problème. Comment faire devant cette maladie? Au départ, on l'a défini comme étant une maladie héréditaire. Donc dès qu'on l'a, c'est inné. On ne peut plus rien faire pour lutter contre ça, mais nous avons des mesures préventives pour aider la personne drépanocytaire à bien vivre ou à bien supporter sa pathologie. Entre autres, j'ai bien parlé parmi les causes où
ce que la personne peut faire, c'est d'éviter de boire beaucoup dans les conseils quand la personne est déjà atteinte. On va lui demander de boire beaucoup. Boire beaucoup et de l'eau. Donc, oui, on va boire beaucoup pour éviter la déshydratation. Puisque c'est parmi les facteurs qui sont à la base des complications. L'enfant, on demandera à la maman de donner beaucoup. L'alimenter suffisamment, et on va dire surtout les légumes, de fruits. C'était aussi parmi mes questions, hein, s'il y a des aliments appropriés aux enfants qui souffrent de la drépanocytose. Vous entendez? Oui. Parmi les aliments, on parle de toutes les 3 catégories d'aliments. Donc, il faut donner les protéines, il faut donner les graisses, il faut donner de l'énergie. Et on demande de donner plus de légumes, de fruits et surtout beaucoup boire. Surtout beaucoup boire. Pourquoi? Boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Puisque en buvant beaucoup d'eau, cela empêche aux globules rouges déjà malades, puisque les globules rouges sont falciformés, en étant falciformés, ces globules rouges-là ont la difficulté de suivre leur parcours normal. Alors, en buvant, cela soulage aussi les malades et empêche à l'enfant de faire souvent ce que nous avons appelé parmi les complications des crises vaso-occlusives. Donc, l'enfant est bien réhydraté, il mange bien, il évite des sports intenses, et puis on évite aussi l'acidose. L'acidose, c'est-à-dire qu'on ne va pas renfermer l'enfant dans une maison qui n'est pas aérée. Il faut que cet enfant-là ait de l'espace, qui soit propre, surtout propre. C'est un peu ça, ce que je pouvais répondre par rapport à la question. Voilà, merci beaucoup, madame. Docteur Israël, je reviens chez vous pour poser cette question. Cette maladie, la drépanocytose, est-elle contagieuse ou pas? Non, la maladie n'est pas contagieuse. Je crois que le docteur Perrette l'avait dit, c'est une maladie héréditaire. Donc, on attrape ça par rapport aux gènes des parents. Donc, ce n'est pas contagieuse. Donc, on peut vivre avec la personne, causer avec lui, changer des habits. Il n'y a pas de danger. Alors, comment on peut vivre avec cette personne? Surtout comment on peut être avec lui? Non, on doit la bercer, on doit vivre mieux avec lui donner ce qu'on peut donner à tout autre enfant. Il est comme tout autre enfant. Donc, il n'y a pas la différence entre l'enfant DREPA ou l'enfant X. Non, il n'y a pas la différence. Docteur, moi, j'ose croire que cette maladie est uniquement pour les enfants ou aussi pour les adultes? Non, on évolue avec ça. D'ailleurs, la manifestation de la maladie se présente déjà à partir de 5 à 6 mois. Dès la naissance, l'enfant présente des signes et puis il évolue avec ça. C'est pour la vie. C'est vraiment pour la vie, donc c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, docteur Israël, de répondre à ma question. Merci aussi, docteur Pierrette. Vous étiez vraiment très, très explicite. Je pense que mes téléspectateurs ont compris qu'est-ce qu'est la drépanocytose, la prise en charge, les symptômes, son impact dans la société actuellement. Et voilà, je ne sais pas, vous avez déjà donné un conseil, je ne sais pas s'il y a un dernier mot par rapport à la drépanocytose que vous pouvez ajouter, docteur Pierrette. S'il faut ajouter un conseil, je vais juste me résumer pour dire qu'un enfant drépanocytaire a droit à la vie. Il doit être considéré comme tout enfant vivant dans la société normalement. On doit l'aimer, lui donner ce dont il a besoin en fonction de nos moyens, bien que la situation du pays est un peu compliquée. Et en plus de ça, il faut mettre l'enfant là dans une ambiance qui pourra lui permettre de ne pas présenter aussi facilement les signes qu'on a cités précédemment. Ils ont droit à la vie avec les méthodes, les médicaments qui sont entrepris ou donnés
cela soulagera et donnera de l'avenir meilleur. Puisque si vous les négligez aujourd'hui, qui vous dit que peut-être un jour ou l'autre, cet enfant-là ne sera pas une personne importante dans la société. Donc, aimez-les, considérez-les convenablement, c'est ça. Voilà, là c'était les dernières paroles par rapport à la drépanocytose du docteur Pierrette. Donc aimez-les, vous qui avez des enfants drépanocytaires, aimez-les, prenez bien soin d'eux parce que ce sont des êtres humains, ils peuvent aussi être utiles à la société. Docteur Israël, j'aimerais aussi prendre votre dernier mot par rapport à la drépanocytose. Ok, c'est une maladie à éviter. Soyez-en sûrs. Si tout est respecté, vous prenez tout à temps. Les nouveaux, les fiancés ou les couples qui veulent se marier, allez à l'hôpital, faites des examens avant tout engagement et vous allez éviter les pires. À l'hôpital, ils vont faire quel examen, docteur? À l'hôpital, on va faire l'examen de l'électrophorèse. Voilà, merci beaucoup, docteur Israël. Donc, le jeune fiancé, allez à l'hôpital avant de vous marier, faites l'examen de l'électrophorèse pour ne pas avoir des enfants drépanocytaires. C'est pour votre bien. Moi, Christine Dokwa, je vous en prie. Voilà, c'était là à la drépanocytose et son impact dans la société. Et on en parlait. Madame, vous avez quelque chose à ajouter, madame? Oui, vous pouvez. Je voulais ajouter quelque chose concernant les personnes déjà mariées et qui se reconnaissent AS, l'homme AS, la femme AS. Parce que dès que vous êtes déjà ensemble, vous ne connaissez pas votre état, vous ne pouvez pas vous séparer. Ce que moi je peux prodiguer comme conseil, je demande à ces couples-là, dès que Dieu les bénit et que la femme tombe enceinte, de commencer les tests, les consultations prénatales et de demander aussi qu'on puisse faire le checking ou faire l'examen avant que l'enfant naisse. Puisqu'en faisant cet examen-là, on peut directement, dès le deuxième trimestre de la grossesse, savoir que l'enfant qu'on porte, qui est dans le ventre de sa mère, est déjà SS. Plus tôt on connaît l'état ou le statut de l'enfant, plus tôt quand l'enfant naîtra, on va le prendre en charge et cela pourra prévenir des complications comme nous venons de les citer tantôt. Pour dire que plus vous traitez, plus il y a guérison. Plus vous traînez, plus les complications. C'est dans ce sens-là, il ne faut pas vous sentir lésé et c'est normal et considérez votre statut tel, mais prévenez, car prévenir c'est guérir. Voilà, c'était là les dernières paroles de docteur Pierrette, à prévenir que guérir. Donc, au couple qui se trouvent deux gens ensemble, ASSS, donc la dame, si tu es déjà grosse, il faut prendre des traitements dès la deuxième trimestre de ta grossesse pour éviter avoir un enfant drépanocytaire. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à cette première partie de cette émission. Maintenant, nous allons entamer la deuxième partie avec, là, je vais laisser le micro à ma consoeur Nono Mbaswa pour la deuxième partie. Cartel du Savoir Association, l'autonomisation des jeunes. Merci à ma consoeur Christine de m'avoir donné la parole. Sur notre deuxième rubrique, nous allons parler du cartel du savoir. Sur ce plateau, je, docteur Samuel, qui est le chef du département de santé du cartel du savoir international, et madame Flavie Lombe, membre de la coordination du département de santé. Docteur Samuel, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de mon cartel du savoir? Merci madame pour la parole que vous m'accordez. Le cartel du savoir, c'est une association internationale. Pourquoi nous l'appelons internationale? C'est parce que nous ne n'œuvrons pas seulement en RDC, mais plutôt vous retrouverez cartel du savoir dans le monde entier. Mais plus particulièrement pour l'instant, le cartel du savoir est représenté dans 8 pays au monde, dont la RDC, le Congo-Brazzaville,
l'Ouganda, l'Allemagne, la France, le Togo, le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, en tant qu'association, le quartier du savoir a connu le jour un certain 25 septembre 2019. Autrement dit, dans les jours qui viennent, nous allons fêter un an d'existence, c'est-à-dire le 25 septembre 2020, notre quartier du savoir totalisera un an de son existence. Alors, en tant qu'association, le quartier du savoir œuvre dans 5 domaines, c'est-à-dire le quartier du savoir est composé de 5 piliers qui font son fonctionnement. Dans le pilier de l'entrepreneuriat, nous avons la santé, nous avons les droits de l'homme, nous avons l'écriture et enfin l'échange culturel. Ce sont là les 5 piliers qui font le fonctionnement de notre association Quartier du Savoir. Ainsi donc, la mission que s'est confiée le Quartier du Savoir n'est rien d'autre que celle d'autonomiser les jeunes, c'est-à-dire nous luttons pour la promotion de l'autonomie de la jeunesse. L'auteur de cette association, tout comme son fondateur, ayant vécu la souffrance que connaissent la plupart des jeunes, il s'était dit que trop c'est trop, que les jeunes ne puissent plus continuer encore à dépendre soit des parents, soit des tuteurs. Il s'était dit que tous les jeunes doivent devenir autonomes. D'abord, si peut-être il faut parler d'une manière trop brève, c'est quoi le mot cartel? C'est que le mot cartel, d'abord, c'est un mot qu'il a rencontré dans une série télévisée. Alors, si vous avez l'idée, il y a une série qui s'appelle Prison Break. C'est une série américaine dans laquelle il y avait un groupe qui s'élevait contre le gouvernement américain. Alors, ce groupe-là, tellement il s'opposait à tout ce que le gouvernement faisait, il était devenu plus fort que le gouvernement en question. Alors, lui aussi, plus il regardait la série, plus il se disait qu'il aurait un jour à créer quelque chose qui porterait le nom du cartel. C'est pourquoi, quand il a vu que sa vision était maintenant en train de partir vers la concrétisation, il s'est dit créer maintenant les cartels. Juste, il a ajouté le mot savoir. Comme différence maintenant avec le cartel de la Syrie et notre cartel, c'est que le cartel de la Syrie s'opposait au gouvernement. Mais notre cartel du savoir ne s'oppose pas au gouvernement, mais plutôt il apporte un plus au gouvernement. Autrement dit, ce que le gouvernement fait, nous aussi nous devons apporter notre apport au gouvernement et non combattre donc le gouvernement de la RDC ou bien le gouvernement de pays du monde. C'est un peu la différence qui est entre notre cartel du savoir et le cartel de la Syrie, qui est une série que notre président de l'association est l'un des amoureux. Ainsi donc, ça se passe comment aussi le quartier du savoir? Nous, on a besoin de tous les jeunes à partir de 16 ans. Vous savez ça jusqu'au-delà. Vous savez, donc vous connaissez faire quelque chose, mais vous n'avez pas peut-être l'opportunité, vous n'avez pas les portes d'entrée pour arriver à voir votre vision se concrétiser. Le cartel vous offre cette opportunité. Alors, parce que nous ne fonctionnons pas seulement nous-mêmes, bien sûr, nous sommes une association, nous nageons sur l'autofinancement et aussi sur le financement des partenaires. Autrement dit, je peux aujourd'hui avoir un projet, mais je n'ai pas de moyens pour que je puisse financer mon projet. Alors, en tant que jeune au quartier du savoir, je peux mettre mon projet sur écrit, je l'introduis à l'équipe chargée de projet, qui pourra maintenant étudier mon projet. Et si mon projet est bien sûr un projet qui pourrait apporter une rentabilité à l'association, Cartel va m'aider à m'ouvrir, tout comme à m'ouvrir les portes vers les partenaires qui pourront m'aider à avoir les moyens dont j'ai besoin afin de démarrer soit mon entreprise, soit mon ONG, soit mon hôpital, ou soit n'importe quel projet que je peux concevoir. Voilà, c'est de cette manière maintenant que nous aidons maintenant les jeunes qui sont dépendants à devenir autonomes d'une manière brève. Merci. Docteur Samy, je voudrais aussi vous demander une question par rapport à votre réponse. Je voudrais vous demander ceci. Vous avez dit que vous apportez un apport au gouvernement. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Parce que bientôt vous allez totaliser une année ici en République démocratique du Congo. Oui, bien sûr, madame. Cartel, dans moins d'une année, il a déjà fait grand-chose. Nous avons d'abord présentement là une entreprise de l'Asie Foot
que nous avons déjà créé. C'était un jeune du cartel qui avait son projet. En fait, il lui avait sa pensée. Maintenant, il est venu partager la pensée à notre président de l'association qui a mûri la pensée et il a rendu maintenant la pensée à un projet. Et ce projet maintenant est parti jusqu'à voir les partenariats. Et du coup, on a créé maintenant une entreprise de réseau, c'est-à-dire nous, on recrute les entreprises qui viennent jouer les unes contre les autres. Et ils vont jouer, ils auront le financement. Et là maintenant, nous allons peut-être chercher. Je prends simplement un exemple. Si aujourd'hui peut-être nous avons un match de football au sein de notre entreprise, l'Asie Foot du cartel, n'est-ce pas? On aura besoin d'avoir une équipe médicale, n'est-ce pas? Alors on va chercher au cartel qui sont médecins, qui sont infirmiers physiques, qui peuvent au moins aider les équipes qui jouent sur terrain à faire le secourisme. Vous voyez un peu ça? Là, nous verrons maintenant, dans notre association, les jeunes qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui sont secouristes, mais qui n'ont pas d'emploi, qui vont travailler dans cette course-là du football et qui seront payés à la fin du tournoi comme tous les travailleurs. Vous voyez un peu ça? Pas seulement ça. Notre entreprise Loisir Foot n'a pas seulement les gens qui travaillent pour les bénévoles, mais plutôt tout le monde qui travaille là-bas est payé à la fin du mois. Donc nous, on a déjà apporté un plus au gouvernement. Certains gens qui étaient chômeurs maintenant ont trouvé du boulot au cartel à travers notre entreprise Loisir Foot. Maintenant là que je parle avec vous, nous avons des projets. Là déjà, je vais profiter de l'occasion de lancer notre appel. Nous avons une campagne, nous la santé, de collecter les sangs à travers les bénévoles pour que nous puissions aider les jeunes, tout comme les malades drépanocytaires et les PVV. Cette campagne, quand elle sera menée, nous aurons un financement. Alors, quand on va financer la campagne, tout le monde qui pourra travailler pendant ces jours de la campagne sera payé comme tout travailleur. Vous voyez comment nous travaillons avec le gouvernement. Donc les gens là qui chôment encore, nous quand on crée comme ça quelque chose qui va leur apporter un plus, on les recrute maintenant, ils trouvent de l'emploi, ils deviennent directement travailleurs et autonomes. Mais la mission c'est que si nous cartels, nous te rendons autonomes, ça ne s'arrête pas seulement par là. Moi je fais de madame Christine autonome à travers le financement en tant que cartel. Elle aussi maintenant quand elle deviendra autonome, elle doit aussi faire maintenant de monsieur Christopher autonome, de monsieur Rigobert autonome, et ça part comme ça. C'est ça la mission du cartel du savoir. Je ne sais pas, non, excusez-moi, par rapport à ça, docteur, moi j'aimerais que vous précisiez quelque chose. Je ne sais pas, on se réveille du coup en matin comme ça, on va au cartel du savoir. Et cartel, j'ai un projet, et cartel me verse l'argent. Je ne sais pas si ça se passe comment là-bas. Et puis lorsqu'on va au cartel, il y a des droits à payer, il y a des frais à payer pour y adhérer. Dites-nous un peu. Merci beaucoup Madame Christine, c'est une très belle question et surtout une question intelligible. Je vais dire ceci. Nous, au cartel du savoir, nous n'avons pas le tonneau d'argent. C'est-à-dire, je vais le dire tantôt à Madame Nono, si un jeune a un projet et qu'il n'a pas de financement, tout comme il a une pensée, mais il n'a pas d'opportunité pour que sa pensée soit mûre et devienne un projet ou une vision, nous, cartel, on doit aider ces jeunes maintenant à concrétiser maintenant sa vision. Je m'explique. Je prends l'exemple, Madame Flavie, experte en santé. Aujourd'hui, elle peut avoir la vision de créer, donc de construire un centre de santé. Nous connaissons que non, il y a certains partenaires qui financent le ministère de la Santé, notamment la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale ne finance pas des personnes qui ont des projets à caractère personnel. La banque ne finance que les projets qui sont à caractère collectif. C'est-à-dire, Madame Flavie peut avoir son projet, mais comme elle est une personne simple, elle n'a pas d'opportunité d'accéder au financement de la Banque mondiale. Mais à travers le cartel du savoir, nous, on peut écrire à la Banque mondiale en tant qu'association, et maintenant, on nous finance, et elle maintenant trouve ce financement maintenant à travers le cartel du savoir, et puis elle fait quoi? Elle demande son projet de construction du centre de santé. Maintenant, quand elle va le faire, qu'est-ce qu'elle va maintenant apporter au cartel du savoir? C'est qu'elle va maintenant engager les jeunes qui sont au cartel du savoir, qui chôment dans son hôpital, qui viendra maintenant à construire. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas dit que non, vous ne voulez pas comme ça un certain matin, vous venez avec un projet, on finance. Non. Vous venez avec votre pensée, nous, on vous aide à trouver tout comme on vous ouvre les portes vers les partenariats, tout comme vers les financements dont vous avez besoin. Docteur, avant d'être appelé proprement dit un membre du cartel du savoir, on doit faire beaucoup, combien de temps? Non, c'est comme je parle avec vous aujourd'hui sur votre plateau. D'ailleurs, je vais inviter tous les jeunes qui me suivent en ce moment. Évitez de vous endormir. Et réveillez-vous. Vous savez, dans la vie, chacun de nous a droit de rêver. Mais rêver, tout le monde a droit bien sûr, mais
Le vrai rêve, c'est quand on rêve et qu'on se lève, on met son rêve en pratique, on le concrétise. Alors, au cartel du savoir, pour devenir membre, ça ne demande absolument rien. Aujourd'hui, je parle avec vous. Si vous comprenez que non, la vision du cartel bat votre cœur et que vous voulez devenir membre du cartel du savoir, il suffit simplement que vous puissiez soit entrer en contact avec nous qui sommes ici, soit avec le numéro 1 du cartel du savoir, soit avec notre secrétaire du cartel du savoir. Vous donnez seulement vos identités. Je m'appelle Madame Christine Tel. Vous envoyez votre capture de la carte d'identité, votre passeport ou bien carte d'électeur, et aussi votre photo en entièreté, qui seront maintenant comme les pièces d'identité qui vont nous parvenir. Du coup, on vous publie officiellement comme membre du cartel du savoir. Et maintenant, à travers vos pièces que vous avez maintenant envoyées, on vous fournit la carte des membres du cartel du savoir. Et l'adhésion est gratuite et volontaire. Vous ne payez aucun fonds pour devenir membre du cartel du savoir, c'est gratuit. Ok, c'est Voilà. fini pour moi. Les jeunes Congolais, vraiment, je pense bien que vous avez bien compris ce que le docteur Samy vous a expliqué. Et maintenant, je vais poser à Madame Flavie Lombe. Vous êtes trop jeune. Vous êtes maintenant adhéré dans le cartel du savoir international. Qu'est-ce que vous conseillez à nos jeunes Congolais? Oui, merci beaucoup Madame Nono pour la question. Vous avez bien dit que je suis jeune. Qu'est-ce que je peux conseiller aux jeunes Congolais afin d'adhérer au cartel du savoir? J'aimerais dire ceci, le cartel du savoir, c'est une association où on trouve les jeunes épanouis. Si vous voulez vivre votre rêve en tant que jeune, venez dans l'association cartel du savoir. Là-bas, il y a l'autonomisation des jeunes. Si tu veux être indépendant, si un jeune veut être indépendant, il dort encore, il a des projets et il manque par où commencer, il doit rejoindre l'association Cartel du Savoir. Mais avec Cartel du Savoir, je peux dire que l'avenir d'un jeune Congolais ou d'un jeune à l'étranger, ou bien dans l'Afrique entière, est assuré. Madame, moi, je me rajoute une question. Vous êtes une fille belle, charmante, et vous vous retrouvez dans une association. Quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer dans le cartel du savoir? Merci Madame Christine. Ma motivation par rapport au cartel du savoir, je suis jeune, belle comme vous dites. J'ai adhéré au cartel du savoir parce que j'aime apprendre. J'aime me surpasser, j'aime étendre mes limites. Je finis mes études, je travaille, mais j'ai adhéré dans une association où on promouvoit le droit de la jeunesse, où les jeunes peuvent parler et faire entendre leur voix. C'est bien ça ma motivation. Et avec Cartel du Savoir, j'entreprends, et puis j'invite aussi les autres de suivre mon exemple. Et quels sont tes apports? Bon, je viens de les dire que j'apprends. J'apporte aussi en plus à ceux qui manquent encore, à ceux qui sont encore à la maison. Moi maintenant, là, je les motive, je les sensibilise de venir adhérer avec leurs pensées et nos pensées, avec nos avoirs. On peut aller plus loin que d'être seul. Si je peux dire un mot pour cette question. J'allais enrichir la réponse de Madame Flavie. Vous savez, au cartel, c'est parce qu'on n'a pas apporté, j'allais vous montrer notre logo. Nous avons un logo là multicolore. C'est-à-dire, au cartel du savoir, on n'a pas besoin de gens qui ont étudié. Là, d'abord, il faut que j'insiste beaucoup plus. Au cartel, nous avons des jeunes qui n'ont pas étudié. Nous avons des jeunes qui étudient ou qui ont déjà étudié. Au cartel, on a les gens doués, il y a les surdoués, nous avons des génies, nous avons les intelligents, nous avons les moins intelligents. Alors, malheureusement, le logo fait défaut. J'allais vous montrer comment nous avons au cartel. Si moi je suis surdoué, M. Rigobert est doué, Madame Flavie est surdouée, Madame, excusez-moi, peut-être est moins intelligente, Madame Christine est intelligente. C'est-à-dire, la pensée de moi qui suis doué, de celui qui est surdoué, de celle qui est intelligente, de celle qui est moins intelligente, vont maintenant, toutes maintenant s'accorder afin de faire une seule chose. Autrement dit, même si tu n'as pas d'intelligence, mais au cartel du savoir, c'est pourquoi nous appelons cartel du savoir. Donc, nous rendons aussi ceux-là qui ne savent rien pour qu'ils connaissent quelque chose. Donc, nous ne choisissons pas les classes,
les classes de personnes. Oh non, il est noir, il est blanc, il a étudié. Non, 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 non. Toutes les classes, toutes les races sont permises parce que nous sommes d'abord association sans but lucratif. Nous sommes aussi non confessionnels, c'est-à-dire nous sommes non confessionnels. On n'a pas non kimbanguiste, musulmans. Non, tout le monde a droit d'adhérer au caractère du savoir. Et surtout aussi, nous sommes apolitiques. Derrière nous, il n'y a aucune pensée ni une vision politique. Il n'y a aucun politique derrière nous qui nous booste à faire les choses. Alors, qu'aucun jeune ne se sente lésé pour adhérer au caractère du savoir, mais plutôt que tout le monde ait 10 kilos de nous rejoindre pour qu'ensemble nous fassions grand chose. Merci. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont en dehors de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire ceux qui sont en province, pour comprendre les caractères? Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une bonne question, je m'attendais à ça. Au Congo, nous ne sommes pas seulement à Kinshasa. Nous avons déjà présentement là au moins des extensions qui sont déjà officiellement. Nous avons caractère du savoir Kinshasa, nous d'abord qui sommes ici, donc nous membres de cette extension de Kinshasa. Nous avons encore une autre extension maintenant à Lubumbashi. Nous avons aussi encore une autre au Congo, en fait, au Congo central, mais qui n'est pas encore officiellement implantée. Voilà. Alors, nous sommes en contact permanent avec toutes nos associations qui sont ailleurs, donc nos extensions qui sont ailleurs. Que ce soit en RDC ou en dehors du pays, nous nageons et nous faisons tout à travers le monde électronique, n'est-ce pas? Nous avons les plateformes comme le Facebook, le WhatsApp, nous avons le Telegram, nous avons là-bas nos groupes sur lesquels nous discutons, nous parlons, nous nous rencontrons avec nos amis qui sont partout ailleurs, sans problème, et tout se passe mieux. Vous voyez? Donc, je peux aujourd'hui parler avec un collègue médecin qui est au Congo-Brazzaville, soit à travers une vidéoconférence, ou soit un appel vidéo sur WhatsApp, ou bien sur Telegram. On discute sur un projet cartel et puis on clore l'affaire. C'est un peu ça. Donc, on est vraiment en permanence contact avec nos frères qui sont ailleurs, donc en province ou bien en dehors du pays. Cartel du savoir association, l'autonomisation des jeunes. Quels sont vos projets par rapport au cartel ici en République démocratique du Congo? Madame Nono, pour ne pas vous flatter, nous n'aurons jamais un grand projet comme celui de voir tous les jeunes devenir autonomes. Ça, c'est vraiment le projet principal. Hormis ce projet, si peut-être vous voulez parler de certains projets qui aideront peut-être les gens à devenir autonomes, c'est que les projets sont énormes. C'est comme d'abord dans mon département que je dirige, la santé. J'ai besoin qu'on ait des grands hôpitaux du cartel du savoir, ici en RDC, pourquoi pas aussi au monde. J'aimerais qu'à la longue, qu'on ait des mutuelles de santé du cartel du savoir, qu'on ait des laboratoires biométriques, qu'on ait vraiment des histoires VIP, mais au nom du cartel du savoir. Vous voyez un peu ça? C'est comme aussi aujourd'hui vous posez la question au chef qui dirige le département des droits. Je pense aussi qu'il vous dira que non, lui veut voir tous les jeunes Congolais vivre leurs droits, leur liberté comme il le faut. Si vous demandez peut-être aussi à celui qui dirige le département de l'écriture, il voulait encore ce projet. Vous voyez un peu ça? Donc nos projets en tant qu'association sont tellement énormes et je crois qu'ils ne finiront jamais si Jésus ne revient pas. Donc on a tellement de projets, mais le plus principal, c'est celui de voir tous les jeunes devenir autonomes. Mais du reste, nous avons des projets là que je peux appeler des projets opportunistes, c'est-à-dire les projets maintenant qui émanent de notre vision. Ce sont peut-être voir à la santé, construire des grands hôpitaux, n'est-ce pas, avoir peut-être des écoles de santé, mais au nom du caractère du savoir, n'est-ce pas. On peut aujourd'hui peut-être de nous faire grâce et qu'à la longue, avec la vision, on peut créer une investissement qui est à la faculté de médecine, la santé, n'est-ce pas, management en santé, choses comme ça, au nom du caractère du savoir. C'est un peu ça. Docteur Samy, quel est votre message fort à la population congolaise? Le message fort, j'appelle tous les jeunes à prendre conscience. Vous savez, au Congo, nous avons une erreur, nous avons un défaut. C'est que nous avons plein de jeunes qui ont des visions, qui ont des projets et qui rêvent. Mais malheureusement, quand ils rêvent, au lieu qu'ils puissent se réveiller et vivre leurs rêves, ils continuent encore à dormir. Vous savez, nous avons des sortes de rêveurs. Il y a les rêveurs, donc il y a les gens qui rêvent et qui se réveillent, ils vivent les rêves. Il y a ceux-là qui rêvent et continuent encore à dormir et les rêves finissent toujours dans le sommeil. Moi, je ne soutiens pas ce genre de jeunes. J'aime les jeunes qui rêvent et qui se réveillent pour vivre leurs rêves. J'invite tous les jeunes à nous rejoindre. Nous sommes jeunes. On n'est pas chômeurs quand même. Mais on ne peut pas voir certains jeunes en train de chômer. Vous avez tout à l'heure là reçu nos deux médecins ici, non? Nos confrères ici, le docteur Sahel et le docteur Pierrette. Ils ne sont pas des chômeurs. Ils sont des travailleurs.
Vous avez vu qu'il a déjà la barbe blanche, n'est-ce pas? Déjà, il y vieillit. Mais qu'est-ce qu'il lui veut? Lui veut, avant qu'il ne meure, qu'il voit au moins tous les jeunes devenus autonomes. Vous voyez un peu ça? Alors, moi, j'aimerais que je vois tous les gens là devenir comme moi. Faire grand chose comme moi. Vous voyez, c'est moi qui fais des choses dépendent de santé, non? Mais les gens qui dirigent n'ont pas mon âge. Vous voyez un peu ça? Pourquoi pas aussi voir encore un autre jeune qui est moins âgé que moi me diriger? C'est ce qu'on a besoin. Vous voyez un peu ça? Alors, nous les invitons tous ces jeunes maintenant à prendre conscience, à venir vers nous, surtout à côté des personnes qui nous encadrent, comme les deux là qui étaient sur le plateau. Avec eux, on a besoin de voir certaines choses, ce que nous on ne connaît pas, et ils nous complètent. Vous voyez? C'est qu'aussi nous aussi, on peut sortir, peut-être qu'eux aussi n'ont pas appris à l'aéroport, ils peuvent aussi en profiter. Alors, que tous les jeunes qui me suivent en ce moment prennent conscience, se réveillent et aussi nous rejoignent au quartier du savoir. C'est simple, pour peut-être nous rejoindre. Nous avons, peut-être on peut laisser nos numéros de contact, peut-être pour devenir membre du quartier du savoir. Nous faisons donc nous avons des sortes d'adhésions. Nous avons d'abord l'adhésion en ligne, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle l'adhésion numérique. Je l'ai dit tantôt, la personne ne peut qu'envoyer seulement sa capture de photo, n'est-ce pas? Donc de sa carte d'identité, et aussi une photo en entièreté, sa photo entière. Tu peux envoyer ça où? Au numéro de notre chef, de notre président donc, de l'association, qui sont là-bas étalés devant vous, 090 635 78 39. Je reprends, 090 635 78 39. Ça, c'est le numéro de notre chef, donc le numéro 1 de l'association. Il s'appelle M. Isaac Shakespeare. Il a reçu mon numéro à moi en tant que chef de département. Tu peux aussi toujours encore passer par moi pour que tu puisses adhérer au quartier du savoir. Mon numéro, c'est le 081 786 44 57. 081 786 44 57. Voilà. Un dernier mot à Madame Flavie, si vous avez un dernier mot. Oui, merci beaucoup Madame Nono. J'ai un dernier mot, je vais d'abord lancer un appel. Oui, pour aujourd'hui. Il n'est pas le dernier, mais pour aujourd'hui, je vais d'abord lancer un appel aux partenaires. Nous avons des projets en cours, ça demande les partenaires. Nous avons besoin de partenariats, nous avons besoin de moyens. Donc, je vais les appeler les bailleurs de fonds. Avec mon département de la santé, il y a un projet qui sera bientôt exécuté, mais nous avons besoin des partenaires en ce qui concerne les finances. Alors nous appelons toutes ces personnes de bonne volonté, toutes ces personnes qui ont eu à nous écouter, à nous voir, à nous entendre ce soir ou bien la journée d'aujourd'hui. S'ils ont quelque chose à nous proposer, qu'ils entrent dans notre page Facebook, il y a Association Quartier du Savoir. Puis j'ai encore un dernier message à lancer aux jeunes dames comme moi. Toi qui as fait la couture, toi qui as fait l'esthétique, toi qui as fait, je crois, toutes sortes de branches, donc toutes sortes de facultés, des domaines, et que tu restes à la maison, tu dors encore, il est temps de te réveiller. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi ma maman, réveille-toi ma tante. L'association Quartier du Savoir t'attend à bras ouverts. Viens apporter ton soutien à ceux qui manquent. Viens expérimenter les fruits de ton endurance dans tes études. Et viens aussi apporter un plus à ceux-là qui ont besoin de savoir, d'apprendre. Nous sommes là, nous vous accueillons à bras ouverts. Et c'est tout ce que je pouvais dire comme mot de la fin. Chers téléspectateurs, je pense bien que vous avez bien saisi la signification du mot cartel du savoir international, expliqué par le docteur Samuel, chef du département de santé du cartel. Et je pense bien que vous serez nombreux à vous adhérer sur cartel. Oui, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a retenu quelque chose par rapport à cette association qui est là pour promouvoir à la jeunesse et aider les jeunes à évoluer dans leurs domaines respectifs. Donc voilà, il n'y a rien à ajouter, il n'y a pas de commentaire à faire. Et vous avez compris que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, chers et messieurs. Et avant tout, je voudrais remercier notre équipe technique. Je remercie le membre de l'association de cartel du savoir. Merci Docteur Pierrette, merci Docteur Israël, merci Madame Flavie Lombe d'être là. Et voilà, nous sommes
à la fin, mesdames et messieurs. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Congo Rap Télévision. Regarde, de tels programmes, rien que pour vous. Cartel du savoir association, l'autonomisation des jeunes.